passer à la dernière présentation de la matinée avec Romaric Vernet qui va nous parler des besoins en outils de modélisation pour anticiper les évolutions de l'estuaire. À toi, Merci, Romaric. Mathieu. J'ai une petite pression sur le temps, c'est pour ça. Donc, on avait commencé la session sur, je ne sais pas si vous vous rappelez le titre, anticiper les évolutions physiques de l'estuaire. Et donc, cette présentation, pour boucler un petit peu la boucle, la question étant de quels outils on dispose et qu'est-ce qu'on souhaiterait avoir éventuellement pour répondre à ces questions-là dans l'avenir, pour analyser à la fois le côté impact du changement climatique, adaptation au changement climatique et restauration des milieux. Alors, vous êtes tous convaincus, donc je vais pouvoir passer vite sur les premières diapos. Évidemment, l'estuaire de Seine a de nombreux enjeux, à la fois en termes économiques, de développement industriel, mais aussi des enjeux écologiques, avec énormément de fonctions qu'il faut pouvoir préserver ou restaurer. Et le problème, c'est que c'est un estuaire qui est dynamique. Alors dynamique, on l'a vu avec Atlantis, les niveaux d'eau bougent et donc peuvent conduire à des inondations. Le souci, c'est que à l'avenir, il y a des chances que cette dynamique continue, s'accentue et donc génère de plus en plus d'inquiétudes, de soucis. Et donc la question, c'est quel estuaire aurons-nous? Enfin ça, c'est si jamais on est passif par rapport au changement climatique. Et je pense qu'on peut changer tous collectivement, on est là pour ça aussi, et pour un peu changer de paradigme et se dire que c'est pas tellement quelle estuaire aurons-nous, mais c'est quelle estuaire voulons-nous, c'est-à-dire quelles vont être nos solutions pour pouvoir nous adapter collectivement, pour faire qu'on aboutisse à un compromis en termes de gestion durable de l'estuaire de Seine, qui permettent un compromis sur l'ensemble des fonctions et des services. Alors, on va parler de physique, effectivement, hydromorpho-sédimentaire. Juste un petit point pour qu'on soit tous raccords sur ce que ça implique. Quand on parle hydromorpho-sédimentaire, donc physique de l'estuaire, on va parler des forçages, donc de la marée, des niveaux d'eau, des courants, des vagues. On va parler des débordements, évidemment. Donc, qui dit débordement dit zones humides. Zone humide, on va avoir des gradients de salinité, on en a parlé avec Saline Aquicène, donc la salinité de surface et la salinité des nappes, de la nature des substrats, de la morphologie, de l'évolution morphologique de l'estuaire. Donc la question c'est, enfin c'est pas la question, pardon, mais travailler sur l'hydromorpho-sédimentaire, c'est apporter des informations dans l'estuaire sur l'ensemble de ces sujets. Maintenant, pourquoi on s'y intéresse? Alors, en tant que physicien, l'objet m'intéresse tout seul, mais ça a de l'intérêt pour d'autres personnes aussi. Tout simplement parce que si on fait changer ces processus hydromorpho-sédimentaires, on va changer la qualité de l'eau. On va advecter différemment différents contaminants, différents éléments, nutriments. On va changer les habitats, parce que si on change la morphologie, si on change le substrat, on va changer finalement la façon dont les espèces qui utilisent ces zones vont pouvoir utiliser ou ne plus utiliser les différents habitats disponibles. Et puis, in fine, ça va impacter le fonctionnement écologique global de l'estuaire. Donc, si on parle de trajectoire, maintenant, quel estuaire voulons-nous? On va s'intéresser à deux forçages majeurs qui se complètent, qui agissent en même temps. Le développement économique et industriel, qui va avoir de fait un impact sur l'évolution du système, l'évolution hydromorpho-sédimentaire. Et puis, on en a parlé évidemment, le changement climatique, qui lui, de toute façon, a déjà un impact sur notre estuaire. La question, c'est quel type de modélisation on souhaite. Donc, on a différentes échelles qu'on souhaite vouloir traiter. Une échelle globale de l'estuaire, donc de l'amont à l'aval. On l'a vu typiquement avec le sujet d'Atlantis, où si vous étiez présent au séminaire précédent de Seine-Aval 6, typiquement Morphocène, on veut connaître l'évolution future de l'estuaire. En termes de surface intertidale, en termes de remontée du bouchon vaseux, du biseau salé, etc. Ensuite, on peut avoir un intérêt, on en parlait tout de suite avec Design, et puis la question d'Estelle, par exemple, qui était finalement à petite échelle, comment peut évoluer aussi l'estuaire si jamais on opère des solutions de restauration. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis le troisième, on l'a vu avec Atlantis tout à l'heure, c'était la modélisation hydrodynamique à l'échelle du lit majeur et de pouvoir travailler sur l'aléa inondation et les débordements. Donc 3 sujets. Donc vous avez vu qu'aujourd'hui, on a déjà une partie des outils. Je vais vous les rappeler rapidement. Les acquis, finalement, des programmes Seine-Aval précédents. Donc dans Seine-Aval 6, on avait travaillé sur un modèle,
avec les projets Méandre et Morphocène, un modèle hydromorphosédimentaire à l'échelle de l'estuaire. Là, je vous ai juste montré l'embouchure parce que c'est celui qui est plus grand et qui bouge le plus. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Je ne vais pas vous détailler toute la diapo. Ce que je veux juste vous montrer ou vous rappeler, c'était que c'est un modèle qui n'était que lit mineur, c'est-à-dire qu'il ne débordait pas sur le lit majeur. Donc, on était assez limité. Mais par contre, qui permettait de faire des simulations pluridécennales, c'est-à-dire qu'on allait faire 50 ans en prospectif à partir de différents scénarios, changement climatique et impact anthropique. Dans le cadre d'un projet européen, suite aux limites qu'on avait identifiées dans le premier, et notamment sur le fait qu'on voulait aller vers du débordement, donc on voulait permettre à l'estuaire d'avoir plus d'espace, on a changé la façon d'anticiper la modélisation du système, et on est passé sur un système qui permettait de déborder. En fait, ce que vous avez là, c'est la morphologie, la bathymétrie initiale du modèle, et vous voyez qu'en fait, on n'est plus que dans le lit mineur, mais on déborde à la fois dans toutes les zones que l'estuaire pourrait s'approprier. Alors pas partout, vous avez bien vu qu'à l'amont, on débordait pas. C'est pas Atlantis l'idée, hein, on était vraiment l'idée c'était de travailler plutôt sur la zone aval. Question de temps de calcul aussi, pour être tout à fait franc. On est sur des résolutions qui sont à peu près équivalentes à celles qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on a des mailles de 100 mètres par 100 mètres. L'objectif, c'est toujours de rester sur des modélisations pluridécennales. Juste un petit aparté, en fait, avec ce modèle-là, on est capable de faire du presque site, parce qu'on a une maille de 100 mètres, et comme on déborde, là, je vous ai fait un zoom sur le marais du Aude, on a la Rille qui est là. Bah oui, effectivement, quand ça va déborder, on va pouvoir regarder des choses. Alors, regarder à l'échelle de 100 mètres, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que de ne pas pouvoir le regarder déjà. Et puis vous avez vu la présentation juste avant avec l'outil Mavis, donc qui n'est pas une modélisation réaliste d'un site de l'estuaire, mais qui donne des informations sur le comportement des vasières en fonction de l'intensité des forçages ou en fonction de l'intensité des impacts anthropiques qu'on lui attribue. Et donc il donne des éléments en termes de comportement. Donc là, on est, pour le coup, en termes de résolution, on est x10, hein, on est sur du 10 mètres par 10 mètres, donc on est extrêmement fin. Et le dernier outil, on avait parlé de l'aléa inondation, on a cet outil Atlantis, en tout cas le modèle qui sera issu du projet Atlantis, qui permet, vous l'avez vu, de pouvoir, avec une échelle extrêmement fine, reproduire à la fois les échanges entre le lit mineur et le lit majeur, l'ensemble des ouvrages, c'est ça que je cherchais, qui permettent la connexion entre le lit mineur et le lit majeur. Et l'objectif, c'est de pouvoir travailler sur les solutions potentielles d'expansion des eaux estuariennes, comme l'ont bien présenté Vanessa et Mathieu tout à l'heure. L'intérêt en fait de la problématique Cénaval, de la stratégie Cénaval, c'est qu'en fait on fait dialoguer les différents outils. C'est-à-dire qu'on va faire dialoguer le modèle morpho, qui nous donne comment l'estuaire va évoluer dans 50 ans. On pourra les introduire en conditions initiales des modèles hydrodynamiques d'inondation pour pouvoir simuler, pas être comme dans Constibat sur du potentiel, mais là travailler vraiment sur des scénarios j'allais dire réalistes, ou en tout cas des scénarios physiquement, des modélisations de bathymétrie qui sont physiquement issues de scénarisation. Donc là, dans le cadre de nos réflexions Cénaval 8, on avait réfléchi à ces outils, on avait réfléchi aux échelles sur lesquelles on devait travailler. Nous, on était très intéressés toujours sur prendre l'estuaire au milieu global. Quand on parle d'adaptation au changement climatique, c'est difficile de rester que sur des petites zones. On veut avoir un impact sur l'ensemble de l'estuaire. Donc, vraiment travailler sur l'échelle globale était important. En parallèle de nos réflexions, l'Adréal et son CSES ont également travaillé sur cette question et ont abouti à une recommandation en juin 2025 qui était aussi de pouvoir disposer d'un outil qui permette de travailler sur cette adaptation au changement climatique. Donc l'intérêt, c'était pas d'avoir deux démarches en parallèle, mais on s'est rejoint autour de cette démarche et on va créer un groupe de travail qui va se réunir pour la première fois la semaine prochaine. Et ce groupe va être co-animé entre le GIPSA et le CSES pour justement évaluer quels sont les outils, quel est l'état de l'art des simulations qui existent en scène, mais pas que en scène. On ira regarder aussi ce qui se passe à l'échelle internationale. Et on va questionner quels sont les besoins, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on n'est peut-être pas à 100% réaliste ou pas très content de toutes les possibilités que nous donnent les modèles, pour faire un peu la liste des sujets de développement qui seraient nécessaires pour justement travailler sur de la scénarisation à plus long terme. La scénarisation étant un sujet complet de Cénaval. Et juste un petit point,
sur ce sujet de scénarisation, en fait, quand on s'intéresse à l'ensemble des acteurs de l'estuaire de Seine, on s'aperçoit que beaucoup ont des plans climat, des plans d'adaptation au changement climatique. Normalement, si je ne me suis pas trompé, alors je ne suis peut-être pas exhaustif, mais en tout cas, tous ceux qui sont là ont déjà réfléchi à ce type d'enjeu. Et en fait, pour moi, c'est une force extraordinaire. Ça veut dire qu'on a un levier important. Ça veut dire qu'on a toute une communauté qui souhaite travailler à de l'adaptation au changement climatique. Et en fait, je pense que le souhait qu'on peut avoir tous, c'est que ça soit une réflexion, une co-construction qui soit collective. C'est-à-dire qu'on mette ensemble ces différents scénarios pour qu'on soit sur du scénario commun, partagé, et pas des scénarios qui sont juxtaposés et qui sont potentiellement pas compatibles entre eux. Donc il y a un travail de co-construction à faire sur cette scénarisation et évidemment une gouvernance associée qu'il faudra trouver. Je vous remercie de votre attention. Merci Romaric. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Tout le monde a faim, en fait. Je pense. Je pense que tu étais limpide, Romaric. Non, il y a une question. Ça n'est pas une question. Ah. En fait, c'est le constat. Depuis quelques années, voire décennies, on observe une évolution des pressions, des types de pressions. Et force est de constater aujourd'hui que les pressions, ce ne sont plus celles des années 60-70. Ce sont toujours les mêmes pressions, mais chacune a une importance différente maintenant. En matière de pression industrielle, on observe quand même, on a observé une désindustrialisation avec donc exportation de certaines de nos industries. Et aujourd'hui émergent de nouvelles stratégies de création d'industries à vocation, disons, dite plus durable et pauvre en carbone. D'un autre côté, on observe une évolution considérable des pressions du monde agricole. C'est pas moi qui le dis, c'est nous sommes au comité de bassin sur un état des lieux 2025 qui montre que dans le domaine des activités agricoles, les pressions évoluent considérablement. On a de plus en plus d'érosion, de ruissellement, avec exportation de sédiments vers le fleuve et vers la mer. Ça, c'est le premier constat. Il serait d'ailleurs intéressant d'évaluer, disons, les flux qui transitent maintenant par rapport à ceux qui avaient été évalués par Michel Mabech vers les années 70. Ça serait vraiment intéressant de faire ces comparaisons. Autre aspect des choses, et aujourd'hui, il y a une campagne du FC Que Choisir qui commence sur la qualité de l'eau potable. On a des eaux qui sont absolument contaminées par les produits phytosanitaires et une élévation des teneurs en nitrate qui provoque des phénomènes d'eutrophisation sur l'ensemble de la baie de Seine. Donc ce sont des éléments de contexte pour moi dont il faut tenir compte pour aujourd'hui se projeter. Quel estuaire voulons-nous pour demain? Ce sont disons, des éléments de base à intégrer dans la réflexion et à faire en sorte que ces éléments de base étant intégrés, on propose des schémas ou des actions qui permettent de contrecarrer les tendances actuelles qui ne sont plus celles qu'on observait il y a quelques années, quelques décennies. Ah mais vous prêchez un convaincu, mais en fait quand vous parlez de ces évolutions de pression et de ces stratégies même de réindustrialisation, les acteurs sont là en fait. Hein. Donc en fait l'idée c'est de pouvoir de travailler ensemble sur la... Allez.
Quand même, il me semble que le préfet a des actions sur la réindustrialisation. Je parle peut-être pas en étant 100% sûr de moi, mais il me semble quand même qu'il y a des actions de réindustrialisation qui sont... Voilà, ça, je vous laisse le... Mais en tout cas, en termes de stratégie, je pense si on arrivait déjà... Alors, honnêtement, il n'y a peut-être pas tout le monde, mais si on arrive déjà à avoir toutes ces personnes autour de la table pour se mettre ensemble d'accord sur différents types de scénarios, parce qu'on parle de scénarios avec un S, hein, l'objectif, c'est pas d'en choisir un, c'est d'en évaluer plusieurs et de voir finalement quelle est la meilleure trajectoire par rapport à ce qu'on souhaite avoir. Si on y arrive déjà, je serais plus qu'heureux. Donc, partons là-dessus et espérons que ça aille bien. Et je suis d'accord avec vous sur le côté eutrophisation, mais ça c'est le volet d'après. Donc, pour le moment, on va rester que sur l'hydromorpho-sédimentaire. Est-ce qu'on arrête ? Je suis pas sûr. Ah, elle est où la question ? Sur les modélisations, est-ce que vous avez des questions ? Bon, on peut en si c'est pas discuter le cas, après, si vous voulez. Ok. si c'est pas le cas, je vous propose qu'on aille manger, et puis n'hésitez pas à continuer à échanger pendant le repas. Alors, un petit mot sur le repas. Si jamais vous souhaitez un repas végétarien et que vous n'étiez pas déclaré, il y a quelques repas qui sont disponibles au niveau de l'espace de restauration qui sera en haut. Alors, par contre, on ne pourra peut-être pas satisfaire toutes les demandes, mais voilà, vous pouvez vous identifier auprès des serveurs qui vous proposeront s'il en reste ou pas. Et donc, retour à... Reprise à 14h. Merci, Qualité Cédric. de l'eau, eutrophisation, etc. Ah, ça sera pour la question eutrophisation. Ouais, c'est ça.